Il n'y a personne qui peut réussir sans maîtriser le marketing. Les Elon Musk, les Bernard Arnault, tous ces gars-là, leur première clé du succès, c'est le marketing. Vous devez comprendre comment l'homme fonctionne. Les gens ne fonctionnent pas, ne réagissent pas selon ce que vous allez leur dire. C'est-à-dire que la personne fonctionne avec le conscient, l'inconscient et le subconscient. N'importe quelle chose que vous êtes en train de faire, n'importe quelle activité, n'importe quelle manière de gagner de l'argent que vous avez aujourd'hui, c'est ici. Il y a minimum 4 d'autres façons de le faire. Il suffit juste maintenant d'utiliser votre cerveau, de réfléchir. Le travail le plus dur pour quelqu'un qui veut réussir, le travail le plus dur pour un bon entrepreneur, ce n'est pas le travail, mais c'est la réflexion. Si vous vendez quelque chose et les gens n'achètent pas, ce n'est pas que les gens n'achètent pas, c'est toi qui n'as pas vendu. Quand on dit pour maîtriser ou bien comprendre un livre, il faut le lire plusieurs fois. Quelqu'un qui a lu un livre 2 fois ou 3 fois ne peut pas avoir la même perception que quelqu'un qui l'a lu une fois. Donc l'objectif de Vision d'Afrique, c'est toujours partage d'expérience, c'est de permettre à tout le monde de comprendre que c'est possible. Parce qu'on a appris que c'est possible, tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut réaliser des choses peut-être extraordinaires. Il suffit juste de connaître souvent voilà, certains principes, certains secrets que certains aussi ne veulent pas partager. Et nous, notre objectif, à chaque fois qu'on réussit à découvrir quelque chose, on le partage. Parce que selon Zig Ziglar, tout le monde a sa place au sommet. Certaines personnes pensent que ce n'est pas tout le monde qui peut voilà, arriver. Ou bien si quelqu'un arrive, moi, j'aurais plus voilà, ce que j'ai en train de gagner, etc. Donc nous, on ne voit pas les choses comme ça. C'est pourquoi on fait juste partage d'expérience. Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur le cours d'hier et ensuite aller aux profondeurs parce qu'on s'est limité surtout sur les 2 premiers points et on aura l'occasion de voir les autres points. Donc, comment quelqu'un peut faire pour développer et utiliser le maximum de ses potentialités? On dit que souvent, si l'être humain est bloqué quelque part ou bien c'est limité quelque part parce qu'il limite l'utilisation de ses potentialités. Toute personne qui gagne ou qui fait plus que l'autre, c'est parce que cette personne a réussi à développer, utiliser le maximum de ses potentialités. On va partir maintenant sur 4 principes qu'on pense que vraiment c'est hyper important et tout ça tourne autour du développement personnel. Et j'aime bien le dire, quand on parle de développement personnel, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui essaie de faire une en tout cas, évaluation de sa vie, de ce qu'il fait, continuer à apprendre lui-même. Et il y a 3 composants. Les gens disent qu'il faut maîtriser le corps, l'âme et l'esprit. Ce sont ces 3 éléments qui permettent à l'homme d'évoluer, d'avancer. Si vous maîtrisez ces 3 éléments-là, vous maîtrisez votre vie. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui laissent d'autres personnes contrôler leur vie. Il y a beaucoup de personnes, tout ce qu'ils font dépend de ce que les autres pensent. C'est des amis, peut-être chacun d'entre nous a des amis, ou bien nous-mêmes. Souvent, on a envie de faire quelque chose, mais on dit si, automatiquement, la première réflexion, c'est si on le fait, ce que l'autre ou bien ce que les gens vont penser. Si j'arrête, ce que les gens vont dire ou qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Et c'est des choses aussi qui bloquent souvent beaucoup de personnes de réaliser des choses extraordinaires. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer de voir sur les principes qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres de choses. Et une chose, bon, avec une conviction, si quelqu'un maîtrise ces éléments-là, il peut faire des choses extraordinaires. Moi, je dis que la méthode que j'utilise pour apprendre est basée sur 4 axes. Le développement personnel, l'éducation financière, la psychologie humaine et le marketing. Toute personne qui veut évoluer tous les jours doit passer tout son temps à apprendre ces 4 éléments, 4 choses. Le développement personnel. Le développement personnel, on peut parler de confiance en soi, maîtriser ses émotions, c'est-à-dire que beaucoup de choses, prise de parole en public, tous ces éléments-là font partie du développement personnel. Après le développement personnel, toute personne qui veut réussir, c'est une obligation, il doit apprendre et maîtriser l'éducation financière. Et ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas du jour au lendemain. On ne peut pas dire que moi je suis financier ou je suis banquier. L'erreur monumentale, souvent tu rencontres quelqu'un qui te dit que non, moi je suis banquier, je suis comptable. Non, il ne maîtrise rien de ça. Ce sont des choses qu'on apprend sur le terrain, c'est des choses qu'on apprend en pratiquant, c'est des choses qu'on apprend en lisant. Oui, entrez, oui mon frère, comment tu vas? Ça va bien. C'est des choses qu'on apprend en lisant, c'est des choses qu'on apprend. Et la manière dont même qu'on apprend l'éducation financière, entre guillemets, dans les écoles, bien vrai qu'on ne l'apprend pas, est totalement différent avec la réalité.
Donc, deuxième aspect, c'est de maîtriser l'éducation financière. Troisième élément aussi, c'est de maîtriser le marketing. Il n'y a rien que tu peux faire, voilà. Personne ne peut réussir sans maîtriser le marketing. La vie, tout tourne autour du marketing. Le marketing en soi, le marketing à travers un produit, un service, peu importe ce que tu es en train de faire, tu as besoin de maîtriser le marketing. Quelqu'un qui maîtrise le marketing n'aura jamais du mal à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les gens ne donnent pas de l'argent, les gens n'achètent pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose. À 90% des choses qu'on achète, ce n'est pas parce qu'on a besoin. On nous a convaincus de l'acheter. On nous a poussé, on a créé un besoin en nous pour qu'on pense qu'on a besoin de la chose. Quand vous quittez chez vous pour aller dans un supermarché ou bien au marché, avant de partir, souvent, 90% vous partez avec une idée d'acheter une chose. C'est la chose que vous avez besoin. 90% des gens, ils rentrent avec plusieurs choses. Parce que les gens, ils sont préparés, les gens, à l'acheter. Souvent, même chez toi, quelqu'un peut te préparer à avoir envie, désir ou penser que tu as besoin de quelque chose et forcément, ce n'est pas forcément que tu as besoin de cette chose. C'est pourquoi on dit, si vous vendez quelque chose et les gens n'achètent pas, ce n'est pas que les gens n'achètent pas, c'est toi qui n'as pas vendu. Tout ce que vous êtes en train de vendre, peu importe la chose, si les gens n'achètent pas, c'est pas, tu ne peux pas dire que les gens n'achètent pas mon produit. Non, c'est toi qui n'as pas vendu ton produit. Parce que ce produit-là que tu penses que les gens ne l'achètent pas, il y a d'autres personnes qui sont en train de le vendre et les gens l'achètent. Les gens n'achètent pas parce que c'est important, les gens n'achètent pas parce que ce n'est pas important, les gens n'achètent pas parce que c'est cher, les gens n'achètent pas, parce que ce n'est pas cher. Si votre produit est moins cher, les gens l'achètent, c'est parce que tu as réduit la valeur de ton produit à ce niveau. Le même produit, quelqu'un d'autre peut le vendre avec un prix doublé ou triplé même le prix et les gens vont l'acheter. Parce qu'il va mettre la valeur à ce niveau-là. Et là, ça se voit partout. Moi, l'exemple parfait que je prends tout le temps, c'est une bouteille d'eau. Tu l'achètes ici à 100 francs, tu pars à Radisson, tout de suite, tu l'achètes à 500. Tu pars tout de suite à l'aéroport, tu l'achètes à 1000 francs ou 2000. C'est la même bouteille d'eau, même marque, il n'y a rien qui change. Mais chaque endroit a mis la barre très haut, c'est-à-dire que la valeur du produit. Donc, si la première chose que quelqu'un doit comprendre, c'est pas que mon produit, les gens n'achètent pas mon produit, ou les gens ne veulent pas mon produit, ou les gens trouvent mon produit cher. Tous ces éléments-là dépendent de la personne. Si les gens trouvent votre produit cher, c'est parce que toi, tu t'es mis dans un niveau moins cher. Donc, ta valeur va être toujours équivaut avec le produit que tu vas commercialiser. Si maintenant, vous mettez votre valeur, votre environnement, tout ça, tu le mets à un certain niveau, toi-même, tu auras du mal à mettre le prix de tes produits à un certain niveau. Ça arrive à tout le monde d'entrer dans certains endroits. Toi-même, dans ta tête, avant qu'on te parle du produit, tu mets le produit dans certaines barrières. C'est-à-dire que tu le mets dans certains niveaux. On ne te parle même pas du produit. Je donne juste un exemple. Il y a un salon de coiffure ici à côté. Il y a aussi d'autres salons de coiffure ailleurs. Quand tu rentres dans certains salons de coiffure, toi-même, tu peux dire que bon, peut-être 1000 francs, peut-être 1500, peut-être 1000. Tu rentres dans certains salons, toi-même, tu dis que peut-être 2000, peut-être 5000. On ne t'a même pas encore dit le prix, mais toi, tu mets, c'est ça la valeur perçue. La valeur perçue est accompagnée avec beaucoup d'autres choses. En tout cas, c'est des choses on aura l'occasion de voir sur le moment où nous allons parler du marketing. Parce que c'est un élément fondamental pour réussir, un élément indispensable pour réussir. Il n'y a personne qui peut réussir sans maîtriser le marketing. Les Elon Musk, les Bernard Arnault, tous ces gars-là, leur première clé du succès, c'est le marketing. Maîtriser le marketing. Donc, quatrième élément maintenant pour vraiment faire marcher tous ces éléments, c'est la psychologie humaine. Vous devez comprendre comment l'homme fonctionne. Les gens ne fonctionnent pas, ne réagissent pas selon ce que vous allez leur dire. C'est-à-dire que la personne fonctionne avec le conscient, l'inconscient et le subconscient. Et ça, les gens l'apprennent. Moi, je dis souvent, il y a 3 bons livres comme Les 48 lois du pouvoir, Influence et manipulation, Libérer ton cerveau de Idriss Aberkane, la prodigieuse machine de la psychologie humaine. Donc, c'est-à-dire que comprendre pourquoi les gens réagissent à cette façon, pourquoi les gens ne réagissent pas à cette façon. Quand tu maîtrises maintenant tous ces éléments-là, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire dans la vie, ça va marcher. Tout.
tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Parce que quand un bon vendeur qui maîtrise ces éléments vous vend un produit, il ne va pas vous interpeller vous-même, mais il interpelle votre subconscient. C'est-à-dire que ce qui fait réagir... Ah ouais, c'est... La personne va interpeller votre subconscient. Il y a des gens, il faut toucher leur ego pour qu'ils réagissent. Parce que tout ça, on l'apprend. Les gens achètent des choses parce qu'il y a tous ces éléments-là. Quand je l'achète, qu'est-ce que quelqu'un qui achète un produit achète? Quelqu'un qui achète un produit, qu'est-ce qu'il achète? Il achète solution, ou bien il achète un résultat final. Il veut se ressembler à quelqu'un. Quelqu'un qui achète quelque chose, il cherche un résultat. C'est-à-dire que le résultat de Madame Aminata qui a porté telle chose, quand j'achète ça, je dois avoir ce résultat. Donc quand les gens comprennent toutes ces choses-là, la psychologie humaine, tu pousses la personne, tu vends la personne une solution ou bien un résultat final de quelque chose. Quel est votre produit que tu vends? Maintenant, chacun d'entre nous, si on est bon en marketing, on oublie le produit. Quand on parle du marketing, de la psychologie humaine, on oublie le produit, on se concentre sur la solution du produit ou les résultats finaux du produit. Quand tu utilises ça, ce n'est plus maintenant que tu communiques directement avec la personne, mais tu communiques avec l'inconscient de la personne. Ses réactions ne viennent plus de lui-même. Parce que si je veux te vendre ce pochette, je te dis, oui, ce pochette c'est très joli, il est blanc, tatata. Là, je communique avec toi. Mais je te dis qu'il y a 2 jours, il y a un jeune qui était là avec son argent, il s'est fait agresser parce que cette quartier est très dangereux. Quand tu as l'argent, et ce qui est même moins dangereux, on t'agresse, on prend ton argent, mais on peut même te tuer, ainsi de suite. C'est-à-dire que tu crées ce problème dans sa tête, psychologiquement, il ne voit plus le produit, il voit maintenant comment il peut se sauver. Et là, on le prend sur n'importe quel produit, peu importe ce que tu as, on peut prendre cet exemple pour faire cette démonstration, peu importe le produit. Et là, il faut maîtriser la psychologie humaine pour le faire. Pourquoi les gens réagissent à cette façon? Pourquoi les gens réagissent à notre façon, ainsi de suite. Quand on maîtrise maintenant ces 4 manières d'apprendre, chacun d'entre nous, et ça, c'est des choses, comme j'ai dit hier, selon Abraham Maslow, il dit il y a 4 phases d'apprentissage. Inconscient, incompétent. La personne qui ne sait pas, Il dit que c'est l'ignorance absolue. Quand tu es sur la 2e phase de l'apprentissage qui est conscient, incompétent. À partir de là, c'est le début du savoir. Tu sais que moi, je ne sais pas, ou je ne sais pas tout. Ça te met dans l'obligation de continuer à chercher. Et le professeur Souleymane Bassirou, il dit que tu dois demeurer dans cette cage. Parce que jusqu'à la fin de ta vie, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Quand tu comprends toutes ces choses-là, le développement personnel, l'éducation financière, parce que la pauvreté, c'est un manque d'éducation financière. La pauvreté. La pauvreté, c'est dans la tête. Quelqu'un qui est pauvre, dans la tête. Il n'y a personne qui doit être pauvre s'il est bien éduqué, financièrement d'abord. Il n'y a personne parmi nous qui peut nous dire, depuis combien de temps que tu n'as pas touché de l'argent? Est-ce que quelqu'un peut nous dire que ça fait 1 mois que je n'ai pas touché l'argent? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ici, moi je suis pauvre parce que ça fait 1 mois que je n'ai pas touché l'argent? Allez voir les gens qui vous disent qu'ils sont pauvres. Tous les jours, il y a l'argent qui entre les mains. Le problème, ce n'est pas de toucher l'argent qui est le problème des gens. C'est ce que tu fais maintenant une fois touché cet argent. Et ça, on l'apprend. C'est pourquoi quelqu'un qui veut réussir doit vraiment mettre beaucoup d'énergie à apprendre l'éducation financière. Développement personnel, c'est la personne d'abord. L'éducation financière, la psychologie humaine et le marketing. À travers les livres, les formations, quand quelqu'un maîtrise ces choses-là, automatiquement, il peut aller très loin. Oui, bonsoir. Sur tout ce qu'il va faire dans la vie. Alors, si on va parler de développement personnel, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler aujourd'hui, juste, peut-être en espérant on aura l'occasion de toucher les 4 causes, 4 éléments qui empêchent les gens de se développer, de s'exprimer, de faire ce qu'ils ont envie de faire et leurs solutions.
Moi, j'aime bien cette partie, quoi. C'est-à-dire que quand on parle de développement personnel, ça commence par l'esprit. C'est-à-dire que si le jour où vous commencez à contrôler votre esprit, vous commencez à contrôler votre vie. Sur le livre de l'autoroute du millionnaire, j'adore ce livre. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent Père riche, Père pauvre. Tout ça, c'est des très bons livres. Moi, j'ai commencé avec Père riche, Père pauvre. Je peux même dire que c'est... Moi, avec le cadran du cash flow de Kiyosaki, j'ai appris beaucoup de choses en business. Mais avec MJ de Marco, tu vas structurer ce que tu as appris. Lui, il est vraiment smart. Tout est clair, tout est carré et tout. Et il dit, sur l'échelle du contrôle, sur l'échelle du contrôle, Aminata, sur l'échelle du contrôle, l'un des éléments les plus dangereux pour un être humain de le déléguer à quelqu'un, c'est le contrôle de tout. Ta vie, tes activités, tes revenus. Ce qu'on est en train de dire, souvent je lis dans les petits séminaires ou formations, je ne le dis pas pour que quelqu'un dise demain, moi, je vais essayer de tout contrôler. Mais ça permet à la personne de savoir que, je vous le dis aujourd'hui, avec sincérité, tant que quelqu'un contrôle tes revenus, tu ne vas jamais devenir riche. Peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ton père, peut-être c'est ton patron, peut-être, anyway, peu importe. Mais si vous voulez vraiment entendre la vérité, tu ne seras jamais riche devant cette personne. Est-ce que vous pouvez citer l'une des milliardaires de cette planète ou l'une des millionnaires de ces planètes qui dépend d'un salaire, quelque part? Et selon Kiyosaki, quand on veut atteindre certains niveaux ou bien arriver à la place de certaines personnes, l'imbécilité de faire le contraire de ce que les gens font. Tu n'as pas besoin, il y a un moment donné, tu n'as pas besoin d'être génie. Tu n'as pas besoin d'être génie. Tu as besoin juste d'ouvrir les yeux. Point. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux. Toutes les personnes qui vous inspirent, que vous voulez ressembler, font X choses. Toi, tu dis que tu veux arriver à leur niveau, mais tu fais Y choses. Ça ne va pas marcher. Donc, l'échelle du contrôle est un élément hyper important. Et ça commence par la perception de tout ce que vous allez faire. Tout ce qui va vous arriver dans la vie, comment vous allez... Et ce qui est bien, n'importe quelle chose que vous êtes en train de faire, n'importe quelle activité, n'importe quelle manière de gagner de l'argent que vous avez aujourd'hui, c'est ici. Il y a minimum 4 d'autres façons de le faire. Il suffit juste maintenant d'utiliser votre cerveau, de réfléchir. Le travail le plus dur pour quelqu'un qui veut réussir, le travail le plus dur pour un bon entrepreneur, ce n'est pas le travail, mais c'est la réflexion. Et la réflexion est tellement dure que beaucoup de personnes refusent de se plonger dans ce travail. Selon Bob Proctor. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce que le travail de la réflexion est tellement dur que les gens préfèrent l'ignorer et faire le travail le plus facile à faire, c'est-à-dire que de venir, fais ça, tu le fais. Fais ça. Il n'y a pas quelque chose qui est beaucoup plus facile que ça. Fais ça, tu le fais. Fais ça, tu fais ça. Mais quand tu commences à réfléchir, ça veut dire quoi? Si vous gagnez de l'argent, un professeur qui gagne de l'argent, il a juste choisir cette option pour gagner de l'argent. Aller enseigner dans une école, aller enseigner peut-être dans une université. Mais si cette personne réfléchit bien, il peut écrire un livre qu'il commence à vendre dans une échelle vraiment illimitée. C'est un moyen de gagner de l'argent. Tu peux dire que, ok, est-ce que je ne peux pas faire des cours en ligne que je donne sur Internet? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il suffit juste de commencer à te poser des questions, de réfléchir sur plusieurs manières de faire la chose. Et tout ça vient de votre perception de ce que tu es en train de faire. Et tout ce qui vous arrive maintenant, quand on parle du vrai développement personnel, ce qui va vous arriver. Comment vous allez percevoir ce qui va vous arriver dans la vie. C'est là où maintenant beaucoup de personnes sont éliminées dans le monde de l'entrepreneuriat. Et à chaque fois que vous tombez, ou à chaque fois que vous échouez, vous pensez que c'est la fin du monde. Et les gens qui ont réussi en business ou en entrepreneuriat, ce sont des personnes qui ont compris
Leur perception de l'échec est totalement différente par rapport à nous, notre perception de l'échec. Moi, j'aime bien dire, à chaque fois, je dis que nous, on nous apprend tout le temps Thomas Edison, que je prends exemple toujours sur Thomas Edison, parce que je me suis dit qu'il n'y a personne parmi nous qui va commencer un business et échouer 1000 fois. Jamais. Le problème, ou bien, est-ce que toi, tu peux arriver à ce niveau de Thomas Edison? Ce n'est pas la question. La question, est-ce que tu es prêt à échouer 1000 fois comme lui? Sans arrêter. Ta perception, parce que lui, il dit qu'il n'a jamais échoué 1000 fois. Il a juste tout testé 1000 fois qui n'a pas fonctionné, jusqu'à ce qu'il trouve la méthode ou la façon que les choses marchent. Et quand tu comprends ça, si tu as cette perception de la chose, il n'y a rien au monde qui pourra vous arrêter. Et j'aime bien les gens qui prennent des exemples parfaits, qui disent qu'il ne faut jamais voir cette bouteille en moitié vide, mais il faut toujours le voir en moitié plein. Parce que vous avez toujours raison. Parce que la perception, peu importe votre perception de la chose, vous avez raison. Ce qui est dangereux sur la perception, c'est ça. Chaque perception que vous avez envers une situation, vous avez raison. Si vous dites que cette bouteille est moitié vide, c'est à moitié vide. Mais ça va continuer à être vidé. Mais si vous pensez que cette bouteille est à moitié pleine, tu vas trouver un moyen de le remplir. Les actions vont... Vous allez maintenant commencer à faire des actions selon les perceptions que vous avez envers votre perception. Les actions que vous allez faire dépendent des perceptions que vous avez envers la situation. Si quelqu'un a un échec en disant que c'est fini, c'est foutu, sa perception c'est ça qui crée même tout ce qui est dépression, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quelqu'un d'autre qui voit les choses autrement, automatiquement il va changer les choses. Et ça vient du développement personnel. Et l'une des meilleures maintenant dans ce cadre, c'est Bob Proctor, qui vient de décéder récemment, je pense, en 2019. Bob Proctor, en développement personnel, sur la vraiment mentalité, comment gérer vos émotions, votre mentalité, comment vivre avec les situations inattendues, etc. Il est très bien. Beaucoup de personnes l'apprécient. Moi, je l'apprécie beaucoup. J'ai appris beaucoup avec Bob Proctor. C'est lui qui dit que quand les gens ils ont écrit que la connaissance qu'on a besoin pour vivre, 65% vient des livres, 30% vient de ces genres d'activités, les formations, les séminaires, et 5% à l'école. Il dit que les gens ils sont tellement gentils, c'est pourquoi ils ont dit 5%, mais la connaissance qui vient de l'école représente 1% ou moins 1%. Et c'est confirmé par Albert Einstein qui dit la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Ce que je dis, c'est des dires de ces grands hommes. Hein. Vous tapez sur Google, vous allez voir. Albert Einstein a dit la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Donc, si on comprend Albert Einstein, selon lui, ce qu'on a appris à l'école n'est pas de la connaissance. Parce qu'il a dit, une fois oublié tout ce que tu as appris à l'école, ce qui va rester dans ta tête, c'est ça qui est connaissance. Amadou Ampateba a dit, l'école donne juste des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Donc, quand tu as toutes ces perceptions, votre manière de penser va changer parce que le penser est très important, on va le voir ici. Et tous ces trois éléments viennent de votre perception. Et moi, je dis, ce sont ces deux éléments, pour moi, uniquement, qui changent la vie de quelqu'un. Vos pensées et vos croyances. Point. Tout ce que tu penses et tu le crois, ça va se réaliser. Tout ce que tu penses et tu crois à la chose. Parce que ça, si vous maîtrisez maintenant la psychologie humaine, c'est là-bas que tu vas comprendre. Parce que vos émotions, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui déclenchez vos émotions. Les émotions ne se déclenchent pas parce que tu as envie de déclencher une émotion. Non. Les émotions se déclenchent à travers vos pensées et vos croyances. Si quelqu'un vous insulte tout de suite, vous pensez à quelque chose, vous croyez à quelque chose, il y a une émotion qui va se dégager. Ça peut être une émotion négative. Si quelqu'un vous dit quelque chose de bien tout de suite là, tu penses que lui, il est bien, il est respectueux, tu dégages une pensée positive, une croyance positive envers la personne, vous commencez à devenir amis. Donc l'action que tu vas faire envers la personne dépend de ce que tu penses et ce que tu crois en lui.
C'est pourquoi tu pars dans un pays où ils ne parlent pas votre langue, tu peux leur insulter, on va se rigoler, il n'y a rien de mal. Parce qu'ils pensent à rien de négatif, ils croient à rien de négatif. Mais si tu dis la même chose à quelqu'un qui le comprend, il y a un problème. Et ça, maintenant, tout le monde l'avait compris. Les degrés de manipulation les plus puissants commencent par la croyance et la peur. À chaque fois, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et là, il faut lire Machiavel, le Petit Prince, pour mieux le comprendre. La meilleure manière de manipuler, c'est de faire croire les gens à quelque chose ou de leur faire peur. Lorsque les gens voulaient que tout le monde porte les masques, on nous dit que si vous ne portez pas les masques, donc vous allez mourir demain. Qui va sortir? Si vous ne portez même pas masque dans les voitures, on te prend comme quelqu'un d'anormal, en fait. On avait peur. Avec le temps, lorsque cette peur commençait à baisser, les gens disent que les gens là, ils se moquent même de nous. Les gens qui te voyaient comme quelqu'un d'anormal, si vous ne portez pas un masque, c'est cette personne maintenant qui prend les gens qui nous parlent de porter des masques comme des gens qui ne nous respectent pas. Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est juste que cette peur qui a diminué. Au départ, tout le monde avait peur. Covid ou bien tant, tout le monde avait peur. Et la manière dont ils ont divulgué l'information à travers les médias, c'était ça le but, c'était ça l'objectif. Parce qu'eux, ils ont compris. Pour manipuler, il faut faire peur. C'est pourquoi on a les prisons, on a ceci, on a cela. Tu fais quelque chose, on vient faire une arrestation médiatisée, etc. pour faire peur tout le monde. Si on a peur, les tensions baissent. Et tout ce qu'on vous dit, vous allez le faire. Deuxième manière, degré de manipulation le plus puissant, c'est de faire croire les gens à quelque chose. C'est pourquoi quand on voulait manipuler les Africains au départ, moi je ne suis pas trop religieux, j'aime pas parler de ça parce que c'est très sensible en Afrique. Que ce soit, moi je lis le Coran, moi j'ai eu l'occasion ou la chance de lire le Coran à 13 ans. Donc moi je n'ai pas allé à l'école française, donc je fais 14 ans dans les daras coraniques. Donc je sais très bien, c'est des sujets un peu sensibles. De la même manière, c'est le Coran même que je connais avant. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de lire le Bible de A à Z. De l'Apocalypse jusqu'à la Genèse. Tous ces trucs, c'est mon Bible ici. Parce que je cherche la connaissance. Je cherche à comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai compris que... je ne sais pas si vous connaissez Fakoli Doumbouya. C'est quelqu'un que j'adore. C'est un Sénégalo-malien, un disciple de Cheikh Anta Diop, qui a écrit plus de 13 livres sur la religion, sur la spiritualité et tout ça. Un être humain normal ne peut pas vivre sans la spiritualité. Ça, tout le monde est d'accord. Même les philosophes sont d'accord. Mais un être humain peut vivre sans la religion. C'est deux choses très différentes. Par contre, chacun peut croire ce qu'il veut. Mais je dis une chose, c'était les meilleures manières de manipuler les gens. Parce que tu crois à quelque chose. Le jour où tu comprends ce que la personne, ton maître, comprenne, il te met cher. Et si vous lisez sur Anta Diop, civilisation ou barbarie, vous allez très bien comprendre. À connaissance égale, sur la même table. Le jour où vous êtes au-dessus de l'autre, parce qu'il connaît des choses que tu n'as pas encore compris. Donc, c'est-à-dire que on a dissimulé beaucoup de choses à les Africains, c'est-à-dire que manipuler les Africains quand on vient nous dire, si on prend la richesse, beaucoup de personnes nous parlent de croyances, nous faire croire au début, aujourd'hui beaucoup de personnes comprennent, avoir même de la richesse c'est un péché, sur la perception, comme j'ai dit tout à l'heure, de beaucoup de personnes. Au Sénégal, 90% des gens, tu leur parles de quelqu'un qui est riche, ils ne connaissent pas la personne. La première réaction, c'est de te dire des choses négatives sur la personne. Parce que dans leur tête, tu ne peux pas être droit et correct et arriver à un certain niveau. Grand, est-ce que tu veux réussir? Grand, est-ce que tu veux réussir? Tu ne vas jamais rencontrer quelqu'un qui vous dit non. Jamais. Allez chez vous, allez partout. Pourquoi maintenant il y a certains qui réussissent, d'autres ne réussissent pas? C'est la décision maintenant. Les sacrifices qu'il faut faire. Tu ne peux pas passer tout ton temps à regarder du football et faire quelque chose de concret. Ce n'est pas possible. Ce qu'ils sont en train de faire, je ne vous dis pas d'arrêter ou de ne pas arrêter. Moi, je vous mets dans les faits accomplis. Chacun est libre. Chacun est libre. Passez tout votre temps à regarder. Regardez 90 minutes au match. L'élément le plus important, le plus cher dans la vie, vous savez c'est quoi? C'est le temps. L'élément le plus cher, ce n'est pas l'argent. Tu peux perdre 1 million aujourd'hui, gagner demain 10 millions.
Tu peux perdre aujourd'hui 100 000, demain tu tombes sur un coup, tu gagnes 250 000. C'est possible. Mais le temps que tu as perdu, tu ne pourras jamais le rattraper. Jamais. Et maintenant, 90% des gens qui réussissent mieux que nous, ils n'ont pas 27 heures, ils n'ont pas 48 heures, ils n'ont pas 30 heures dans une seule journée. Non, chacun a 24 heures. La différence maintenant, comment chacun gère ses 24 heures, c'est ça qui va différencier tout le monde. Votre différence avec Aliko Dangote, c'est comment Aliko Dangote gère ses 24 heures. J'ai lu quelque part, le jour où j'ai compris quelque chose sur Aliko Dangote, c'est sur lui que j'ai appris, qui disait que moi, avec beaucoup de jeunes, ou bien beaucoup d'Africains, la différence c'est quoi? J'ai presque 31 ans, une année, dans une seule journée. C'est un message que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Il explique. C'est-à-dire que toi, tu travailles 365 jours pour avoir l'équivalent de 1 an. Sans compter les pauses, tout ça. Lui, il a 1 an dans une seule journée. Parce qu'il a 365 personnes qui lui donnent chacun 24 heures. Comment ces gens-là ont compris le temps? Tu ne peux pas travailler dur pour réussir. Ton travail dur ne se limite que sur 24 heures. Tu peux être docker, tu peux être tout ce que tu veux, clando. Quelqu'un qui a taxé ici, qui travaille, qui dit « Non, moi je veux réussir, donc je vais rouler 24 heures sur 24 ». C'est lui qui va mourir bientôt même. Il n'aura pas de l'argent. Si tu es intelligent, tu dis que non. Comment je peux faire pour avoir 5 personnes qui roulent des taxis pour moi? Si moi je suis là, j'ai 10 personnes, chacun je vais essayer de trouver un moyen pour qu'ils roulent un taxi pour moi de 8h à 18h. Toi, tu as un taxi, tu veux rouler 24 heures. Je gagne 10 fois plus que toi et tu vas mourir bientôt même avant moi. Donc, c'est une manière de vous dire, ce n'est pas de travailler dur ou bien de travailler fort. Et j'aime bien cette citation africaine qui dit, à chaque fois que votre corps souffre, c'est parce que votre tête est vide. À chaque fois que votre corps souffre, ça te plaît ou ça te déplaît, votre tête est vide en ce moment-là. Trouvez un moyen de remplir votre tête, votre corps va être moins fatigué. Si quelqu'un maîtrise maintenant ces deux choses, j'ai dit c'est comme quelqu'un qui est en PlayStation, qui contrôle sa vie, quoi. La direction de votre vie, c'est à toi qui dois le manipuler. Non, je passe par là, je pars par raccourci. Le danger, c'est quoi? Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire pour vous. On ne va jamais laisser... Non, votre vie doit être contrôlée. Votre vie sera contrôlée aussi. Obligatoirement. La question, c'est que qui va le contrôler? Vous et les autres. Ou les autres. Si les autres contrôlent votre vie, ils le contrôlent par rapport à leurs intérêts. Si vous contrôlez votre vie, vous le contrôlez à vos intérêts. Toute personne qui contrôle votre vie le contrôle selon ses intérêts. Toute personne. Et si vous ne contrôlez pas votre vie, il n'y a pas de voilà, moi je ne contrôle pas ma vie, je vais le laisser. Non, tu le laisses, les autres vont le contrôler. Même si tu es à la maison, on te dit, ah, tu fais rien, va acheter gaz qui vient de finir, va acheter ici du... Mais il y a quelqu'un d'autre qui va le contrôler. Mieux vaut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités pour contrôler sa vie. Tout le monde peut devenir riche. Devenir riche est plus facile que de rester pauvre. Ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le comprendre. Devenir riche est beaucoup plus facile que de rester pauvre. Parce que rester pauvre est tellement difficile. Rester pauvre, il n'y a pas quelque chose qui est plus dur de rester pauvre. Il n'y a pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses à comprendre. La première chose qui empêche les gens de réussir, c'est rien d'autre que l'ignorance. Quand on dit quelqu'un qui est ignorant, il se sent insulté peut-être souvent même. Mais quelqu'un qui est humble, c'est lui-même qui doit accepter son ignorance, c'est le début de savoir. Quand quelqu'un accepte, il est ignorant, c'est le début du savoir. J'aime bien
Quand on voyage, on apprend beaucoup. Moi, je le dis tout le temps. Le gars qui m'a dit, c'est que moi, ma manière le plus efficace d'apprendre aujourd'hui, c'est d'être toujours là où je suis moins intelligent. Nous, on veut toujours être là où on pense qu'on est plus intelligent. C'est très dangereux. Même sur le football, si vous aimez le football, vous pensez que vous ne pouvez pas abandonner et vous êtes sur le football, allez-y là où les gens connaissent mieux que toi le football, tu apprends toujours plus. Et ça nous amène à quelque chose, c'est-à-dire que les gens aiment être le plus riche parmi les pauvres que d'être plus pauvre parmi les riches. Selon vous, qui est plus riche? Le plus riche parmi les pauvres ou le plus pauvre parmi les riches? Exactement. Exactement. Tu sais, le plus pauvre parmi les riches, souvent, prenons l'exemple du Sénégal. Les quartiers bourgeois de Dakar, c'est quoi? C'est Almadies, Fann Hock, des os comme ça. Fann Résidence, hein? Imaginez un pauvre parmi les habitants de Fann Hock. Au moins, il a R+3 au niveau de Fann Hock. Il a au moins BMW X6 parce que là-bas, tout le monde a Range Rover. Donc, lui, il se sent pauvre. Mais le plus riche de... Bon, je n'aime pas souvent utiliser des quartiers, mais je donne un exemple. Disons que le plus riche hein? Donc, même Grand-Yoff, c'est bon parce que si tu as une maison à Grand-Yoff, c'est riche. Mais tu as des endroits, quand tu as une maison là-bas, toi, même si tu prends tout le loyer, ça ne dépasse pas 50 ou 100 000. Et tu as vraiment un pozo, vraiment, qu'on est obligé de vous aider pour démarrer, mais tu es content parce que là-bas, il n'y a personne qui a pozo. Il y a des gens qui préfèrent ça. Il faut toujours, pour réussir, ça c'est hyper important, chercher à être là où... Et le danger, c'est quoi maintenant? Tu as ton pozo, tu as une petite maison comme ça, mais tout le monde dépend de toi encore. Tout le monde vient dépendre de toi. Oui, bonjour. Tout le monde dépend de toi. Les gens viennent te dire, ouais, il y a tel problème, ouais, telle personne est malade parce qu'on pense que tu es le boss du quartier. Mais toi, tu souffres. Mais le plus pauvre des fans, les gens viennent lui donner même des conseils de business. Tu as la possibilité de rencontrer des gens qui gagnent plus que toi. Et ça, c'est une manière de gagner plus. Parce qu'à chaque fois que vous êtes avec des gens qui gagnent plus que toi, tu apprends plus comment gagner de l'argent. C'est pourquoi j'aime bien toujours aller à Dubaï. Parce qu'à chaque fois que je suis là-bas, avant de venir, je développe certaines stratégies de business. Parce que je suis avec des gens en business, ils sont plus, c'est-à-dire qu'ils sont plus matures que toi en business. Tu es dans les séminaires. J'étais parti dans une séminaire, il y avait plus de 200 personnes, il n'y avait que 2 noirs. C'est là-bas que j'ai rencontré Tammy Kabaj. Mais imaginez, à travers ça, j'ai fait interview avec Tammy Kabaj. C'est-à-dire que je suis parti là où moi, je parle moins. Mais les gens veulent toujours aller là où c'est moi seul qui parle. C'est moi le boss. C'est très dangereux. Tu es limité, tu ne vas pas grandir. Si tu parles là où tu es moins riche, là où tu es moins intelligent, c'est là-bas que tu apprends toujours. Et là, si tu es ignorant, tu ne peux pas le savoir. Premiers éléments qui bloquent, qui empêchent beaucoup de personnes de réussir, de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est l'ignorance. S'il y a une seule chose, on dit souvent, qui tue plus que le sida en Afrique, c'est l'ignorance. C'est une maladie. Plus dangereux même que toutes les maladies qui ont passé, que ce soit Ebola, le truc 19, toutes ces maladies-là, l'ignorance est plus dangereuse. Si quelqu'un veut réussir, la première chose qu'il doit faire, c'est de chercher à sortir de l'ignorance. Tout le monde est d'accord. La Bible, le Coran, tous. Et je viens de me rendre compte que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est toujours le prophète Suleiman. Il y a un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de tous les temps aussi. Il y a un livre, j'ai le livre ici. L'homme le plus riche de tous les temps. On disait que dans le monde, aujourd'hui, les gens souvent disent c'est Massa Moussa qui est l'homme le plus riche. Mais Suleiman est plus riche même que Massa Moussa. Parce que Massa Moussa n'était pas capable, selon la manière dont on nous a expliqué l'histoire, Massa Moussa n'était pas capable de parler avec les oiseaux. Il n'était pas capable de parler avec
C'est-à-dire que lui, son pouvoir avait dépassé tout ça. Prophète Suleiman. La seule et unique chose qui a permis à Suleiman d'arriver à ce niveau, c'est de comprendre l'importance de la connaissance. Il n'a pas travaillé pour avoir tout ça. On lui a juste demandé de choisir entre la richesse, le pouvoir et la sagesse. Il a choisi la connaissance et il a tout. Et c'est prouvé partout dans le monde. Allez aux États-Unis, il y a des gens. Il y a même un documentaire que j'ai regardé, un documentaire sur, je pense, BBC, traduit en français, qui dit quoi? 90% des gens qui ont gagné le loto, 90% qui ont gagné le loto, en moins de 5 ans, ils sont tout perdus. 90% qui ont gagné le loto, ils sont tout perdus. La richesse, ce n'est pas une quantité de l'argent. Si c'était quantité de l'argent, si quelqu'un gagne le loto aujourd'hui, 100 000 $, 200 000 $, il est devenu riche. Pourquoi au bout de 5 ans, il devient encore pauvre? Souvent même délinquant. Souvent même, il finit mal. Parce qu'il n'est pas ce qu'il doit avoir en premier. La sagesse. C'est-à-dire qu'il est ignorant. On dit souvent, si on pense que c'est l'argent qui est la richesse, si un agresseur qui passe ici, il y a un jeune qui vient de retirer de l'argent à la banque. Il a retiré 20 millions. L'agresseur a entendu ce jeune dire que voilà, j'ai récupéré mes 20 millions, je vais aller le déposer à la maison ou l'amener quelque part. Si l'agresseur réussit à agresser cette personne et prendre cet argent, il est riche? Mais si on pense que avoir de l'argent, c'est ça la richesse. Mais le mec, il vient d'avoir 20 millions. Est-ce qu'il est riche? Dans une semaine, un mois, cette personne peut finir en prison. Dans un mois, 15 jours, 2 mois, tu peux retrouver encore cette personne. Il a 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent rentre en autonomie tous les jours. Il faut avoir l'éducation financière, la connaissance. Ça revient. C'est la base. Quand on est ignorant, c'est fini pour nous tous. Il n'y a pas quelque chose de plus grave, plus dangereux d'être ignorant. Ignorant de comment gagner de l'argent. Ignorant sur beaucoup de choses. Ignorant même sur ce que le monde a besoin aujourd'hui. Moi, je dis souvent aujourd'hui, dans les pays développés, j'aime bien prendre exemple des pays comme Rwanda. Et c'est pourquoi j'étais très content lorsque j'ai vu Paul Kagame au Sénégal. Je me suis dit, espérons qu'ils vont parler des stratégies de développement, parce que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, Rwanda est très avancé. Vous savez que lorsque Paul Kagame est arrivé au pouvoir, au niveau de Rwanda, on parlait français. Langue nationale, c'était français. Il a tout changé. On parlait de la même chose. Ce qu'on parle ici, c'est là-bas c'est la même chose qu'on parlait. Enseignement technique, enseignement professionnel. Ça, c'est révolu. C'est-à-dire que les gens, ils sont contents de dire des choses. Quand tu le dis sur certains endroits, on se moque de toi. C'est-à-dire que c'est très grave. La personne l'ignorant est profond. Quelqu'un est content. Quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre. Et sans se rendre compte, c'est lui-même qu'on doit se moquer. Parce qu'il dit que non, moi je fais enseignement technique. On ne le dit plus. Les gens disent enseignement adaptatif. Si c'est technique et personne n'a plus besoin de ces techniques-là, qu'est-ce que ça sert? Et notre système éducatif aujourd'hui, c'est ça. Moi, je le prends comme, je dis souvent, les universités, ce sont des usines de production des produits. Le marché n'a plus besoin des produits que ces usines sont en train de produire. Ils sont avertis depuis des années pour leur dire qu'on n'a plus besoin des mêmes produits, mais quand même, ils sont continués à produire les mêmes produits. C'est pourquoi le marché aussi a baissé les bras, il n'achète plus ces produits. Qui sont les étudiants? 200 000 demandeurs d'emploi par an. L'État ne prend que 30 000, souvent même moins. Et ça, ce n'est pas parce que le reste, les 170 000 qui restent ne peuvent pas être insérés. Non, c'est possible. Mais sauf que sur quoi? Les compétences qui sont acquérir, le marché où les gens qui doivent recruter n'ont plus besoin. Tu fais informatique, tu maîtrises Word, Excel, PowerPoint. Quelle entreprise qui utilise maintenant Word, Excel, PowerPoint? Et qu'on continue à l'apprendre. Tu viens ici, en moins d'une semaine, on te met en rapport avec quelqu'un qui t'apprend Word, Excel, PowerPoint. Mais on se permet d'aller faire 1 an pour apprendre. Il y a des gens qui font 1 an pour apprendre Word, Excel, PowerPoint.
PowerPoint. Il y a des gens qui partent pour apprendre ça. Pour 1 an. Aujourd'hui, les gens parlent des choses vraiment techniques. Et tout ça, c'est l'ignorance. Tout ça, c'est l'ignorance. Et quand quelqu'un veut sortir de l'ignorance, il doit surtout chercher la sagesse, la connaissance. Et là, tout le monde est d'accord que la meilleure manière de l'avoir, moi je le dis tout le temps, si vous avez votre master, si vous avez votre doctorat, si vous avez votre baccalauréat ou votre CFE, peu importe, c'est bien, félicitations, mais ça ne représente que 5%, avec beaucoup de générosité. 5%. Alors, quelqu'un qui détient 5% de la connaissance, pour réussir, il a moins de même 5% aussi pour réussir. Quelqu'un qui détient 65% de la connaissance, on dit il a 75% de sens de réussir. Et toutes ces connaissances-là se retrouvent dans les livres, pas dans les formations. 65% de la connaissance que vous avez besoin. Quelqu'un qui a passé tout son temps à lire beaucoup de livres, sans aller à l'école ou bien sans aller loin à l'école, est 100 fois plus de sens de réussir à quelqu'un qui a fait juste l'école et s'est limité à cette école. Ce n'est pas parce que, on dit souvent, ce n'est pas parce que les gens qui sont passés à l'école, il faut faire très attention. Ce qu'ils sont appris n'est pas bon. Ce n'est pas parce que les gens qui sont passés à l'école, ils n'ont rien appris. Ils ont appris beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Sauf que ces choses-là sont détenues par tout le monde. Il n'y a plus de rareté. Tout ce qui n'est pas rare, qu'est-ce qui va se passer? Inflation. Ce que les gens ont appris à l'école est bon. Tu as appris à parler bien français. C'est bon. Qui va l'acheter? Demande les gens de venir que tu vas leur apprendre à parler français. Je te dis que mon frère, on a fait école ensemble. Pourquoi je vais l'acheter avec toi? Donc, il y a que maintenant 5% ou 25% sur la population qui ont besoin de ça. Et on a regroupé ça à l'école. Tu n'as plus le choix. Ce qu'on a vu tout à l'heure. L'élément le plus important. Tu sors de l'aisselle du contrôle. Quand vous vous limitez ici, vous ne pouvez pas vous contrôler. Forcément, on va vous contrôler. Parce que ce que vous avez appris est détenu par tout le monde. Donc, personne n'a pas besoin. L'État a besoin, il t'appelle, il te contrôle. Par devenir enseignant ou bien devenir employé quelque part, ainsi de suite, ainsi de suite. Information maintenant. Gris, des informations blanches, des informations gris et des informations noires. Information blanche, c'est aussi information détenue par tout le monde. Si on prend les gens qui ont passé à l'école, les informations de la télé, les informations des journaux de 100 francs, il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un qui passe tout son temps à lire tous les journaux, à regarder toutes les informations à la télé. La seule compétence que tu es en train de développer, c'est la compétence de syndicaliste. Tu lis tous les journaux de 100 francs. Tu regardes JT, 20h, voilà, je regarde moi, je regarde tous les journaux, toutes les émissions de débat et tout ça. Tu penses que tu es en train d'avoir des informations. La seule compétence que tu développes, c'est la compétence des syndicalistes. Tu bavardes trop sur des choses inutiles, qui ne servent pas à grand-chose. Parce que ces informations-là, qui va acheter? Tout le monde a ces informations. Tout le monde. Tout le monde. Si l'or a de la valeur, c'est parce qu'il est rare. Cherchez les informations qui sont là. Vous savez que les gens n'ont pas compris. L'ignorance est très profonde. Aux États-Unis aujourd'hui, même en Afrique, hein, on parle des renseignements généraux. S'il y a quelque chose qui est cher, c'est l'information. Aux États-Unis, on parle des informations noires. On parle de listes noires. Quand tu détiens certaines informations qu'on peut classer secret défense ou qu'on peut classer comme liste noire, il y a deux options. Tu le vends très cher ou on te considère comme terroriste.
Parce que le fait que tu détiens ces informations, on te dit quelqu'un qui détient des informations classées, secret défense. Donc, il y a des gens qui peuvent réussir leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens, une seule information peut coûter des millions de dollars. Si les gens connaissent vraiment la valeur de l'information. Une seule information. Donc, s'il y a une information, je vous dis une chose aujourd'hui, pas vous décourager, ceux qui aiment la télé, ceux qui aiment regarder RTS, journal, ou ceux qui aiment regarder tous ces journaux de 100 francs là, je vous dis une chose, il n'y a aucune information utile. Toutes ces informations, ce sont des informations que les gens veulent que vous déteniez. Même si on n'est pas journaliste, on sait qu'il y a sur chaque organe ce qu'on appelle réunion de rédaction. Vous pensez qu'il y a n'importe quelle information qui vient? Non, 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 non. Les informations qu'on veut que nous recevons, ce sont ces informations qui viennent. Une très bonne information utile pour nous peut passer à un organe et les gens regardent, on appelle quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui appelle quelqu'un d'autre pour lui dire qu'il y a telle information. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit non, il ne faut pas faire fuiter cette information. On garde l'information. Sur l'État, on dit maintenant, un fonctionnaire doit avoir secret de je ne sais pas quoi, secret professionnel. Tout ce qu'on aurait là, vous savez pourquoi? Parce que vous ne devez pas détenir des informations qu'on ne veut pas que vous détenez. Point barre. Tu es militaire, tu es fonctionnaire, tu es médecin, tu es peu importe, tu as des limites. Ça, c'est programmé parce que tu ne dois pas détenir des informations que tu ne dois pas détenir. Donc, toutes ces informations qu'on vous donne, tu penses que tu es en train de vous informer. Non, on est en train de vous donner ce qu'on veut que vous détenez. Souvent, on veut même que vous faire savoir ça. Donc, il n'y a pas de bonnes informations à la télé, ni dans les journaux, ni ainsi de suite. Nous, on doit se concentrer à chercher des informations. Et la meilleure manière, quelqu'un qui est capable de lire, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'est pas capable pour le moment de lire 20 pages par jour, tu n'es pas sur la bonne voie de chercher la connaissance. 20 pages, c'est le minimum. C'est peu même. 20 pages. Quelqu'un qui lit 20 pages par jour, 7 sur 7, sur les 12 mois, au bout de 38 mois, toi-même, tu ne vas pas voir la transformation que tu vas te faire, c'est les autres qui vont le voir. Tant que toi, c'est comme quelqu'un qui part à la salle de sport tous les jours. Chaque jour, il va aller voir devant la miroir pour regarder. Est-ce qu'il est en train de... Non, le jour où ça prend, ce n'est pas toi qui le dis. Les gens qui vont te croiser. Ah, mon frère, maintenant tu fais du sport, hein? C'est comme ça que ça marche. Et quand vous commencez à lire 20 pages, un très mauvais livre, l'un des plus mauvais livres que vous allez lire, c'est le plus bon ou bien qualitatif d'une formation. Un très mauvais livre, c'est un très très bonne formation. Si vous achetez deux choses, un livre et une formation, et vous dites que cette formation est super, exemple, un mauvais livre équivaut à cette formation. Vous achetez un livre, une formation. Le livre, vous l'achetez à 10 $. Rien. Vous achetez le livre à 10 $. Vous achetez une formation à 1000 $. Vous dites que waouh, j'ai acheté une très très bonne formation. Super. Si ce livre est très très mauvais, c'est ça qui équivaut à cette formation. Moi, je fais des formations hein, pour vous dire l'importance de la connaissance. Quand on vous explique, quand on vous parle de quelque chose, vous allez juste comprendre, garder certaines choses et oublier autre chose. Tout ce qu'on va en bavarder ici pendant 1 heure de temps, quand on sort ici, il n'y a pas 2 ou 3 phrases que vous pouvez peut-être répéter. Dire, ah, j'ai appris peut-être telle ou telle chose, mais pas tout. Mais quand on lit, c'est pour retenir. Le cerveau retient ce qu'il lit. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Une formation, c'est pour comprendre. La lecture, c'est pour retenir ce que tu as lu. C'est uniquement la lecture qui peut permettre à ton cerveau de retenir 80% de ce qu'il va apprendre. Uniquement la lecture. Il n'y a pas une autre méthode d'apprentissage qui peut permettre à ton cerveau de retenir même 50%. Mais la lecture peut te permettre de retenir 80%. Si tu es concentré en train de lire, la meilleure manière de chercher de la connaissance, c'est de lire. Et quand on parle de lire de très bons livres, pas des livres de Mariam Abba ou une si longue lettre, et les livres d'Albert Camus, des trucs comme ça, qui nous racontent juste des histoires sans finir, qui, à la fin, je ne sais pas.
qui a lu un livre à la fin, tu sais que voilà, aujourd'hui, ces livres m'ont apporté quelque chose. Et l'une de mes mentors me dit, non, c'est qu'il ne faut pas perdre votre temps. Ces genres de livres, c'est le jour où on n'a plus besoin d'apprendre. On a une grande maison, on a construit tout ce qu'on a envie de construire. On a une grande maison avec une grande piscine. On met nos pieds, maintenant on lit les Albert Camus, les Maria Maba et on va se rigoler de temps en temps. Il me dit que ces livres-là cherchent à ça. Mais quand on veut lire, on apprend à ces 4 manières, comme je l'ai dit. Le développement personnel, l'éducation financière, la psychologie humaine et le marketing. Quand tu apprends ces genres de choses-là, et il y a des gens qui vous disent non, la manipulation, si vous manipulez, tous les jours, on vous manipule. Vous savez, la manipulation, on ne peut pas dire que non, moi je ne manipule pas, on va pas. Tous les jours, on vous manipule. Même votre papa qui vous dit que non, allez à l'école, c'est bien. Même on dit, si vous avez votre bac, on va vous envoyer en France. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours au Sénégal, mais ils sont obtenir leur bac pour aller en France. Parce qu'on leur disait que voilà, si vous avez votre bac là, on vous envoie en France. Ou bien on vous envoie aux États-Unis. Ainsi de suite. Mais c'est une forme de manipulation. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? On vit avec la manipulation. Donc, il faut toujours chercher à sortir de la connaissance. Comme disait sur la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a pas quelque chose qui peut sauver l'homme sans la connaissance. Et je dis sur l'argent, c'est très important. La pauvreté, c'est dans la tête. Ce n'est pas la quantité de l'argent. Si vous voulez de l'argent, ne cherchez pas l'argent, cherchez à comprendre. Voici les pauvres, voici les riches. Ici, il n'y a que des miettes, il n'y a rien. Ici, il y a tout. Parce que les riches sont là-bas. Mais les pauvres qui veulent devenir riches, ils vont se continuer à se battre ici pour devenir riches. Comment vous êtes? Ce n'est pas vous le problème. Hein? C'est là où vous êtes là, c'est là où il y a le problème. Mais sans comprendre ça maintenant, ils vont continuer à se battre ici. Tu vas te cacher la tête, tu ne vas rien avoir. Ce n'est pas toi. Et c'est ça, Robert Kiyosaki a dit. « 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont ici, en train de se battre. Mais mon cher ami, même si tu es plus intelligent que Barack Obama, là où tu te trouves ici, c'est là où le problème. Mais tu ne comprends pas. Et chaque jour, il veut ressembler à des riches en étant ici. Si tu es intelligent, tu cherches la connaissance de traverser le pont et arriver là. Quand tu es là, automatiquement, c'est ça qu'on appelle maintenant des marabouts qui étaient là avec leurs disciples. Les disciples étaient là, viennent tout le temps, viennent tout le temps. Le jour où ils sont débrouillés pour savoir ce qui est ici, on te dit que c'est halna là, va devenir riche. Un millionnaire en train de passer, toi tu essayes de nettoyer ses vitres de la voiture pour 1000 francs. Il dit que regarde-moi ça. Comment il est ignorant. Le jour où tu as compris, tu le rejoins ici, il te dit que ah mon frère, tu as compris. Maintenant, ce n'est plus un pauvre type. Ici, tu auras tout. Et quand, le jour où tu comprends ça, tu sors de l'ignorance. Moi, j'étais là, en train de vendre des journaux à Dakar, en train de vendre des sachets plastiques à Dakar, créer une petite boutique de multiservices à Dakar. Ça n'a jamais marché. 2000, 3000 pour moi, c'était beaucoup d'argent. Il y a un moment donné, lorsque j'ai créé un multiservice, si je gagne 5000 par jour, pour moi, j'ai réussi. Lorsque j'ai lu le cadran du cash-flow de Kiyosaki, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, merde! Qui a lu, pas Robert Péris, le cadran. Tu lis ce livre-là, moi, je me suis dit que merde! Et ce qui est bien ici, quand tu es là, peu importe ce que tu vas faire, tu auras, même si tu es plus intelligent, et la plupart du temps même, les gens qui se retrouvent ici, ils sont plus intelligents, si, sur les papiers bien sûr, que les gens qui sont là. Mais ils n'ont pas grand-chose. Mais tu as vu, si tu es là, si tu réussis à venir ici, même si tu es le plus bête ici et le plus bête ici, peut-être tu ne vas pas dépasser les gens qui sont intelligents ici, mais les gens qui sont intelligents ici, là,
Vous n'allez même plus boxer dans le même ring. Ce n'est plus possible. Tu gagnes 10 fois plus. C'est pourquoi tu vois la méchanceté que tu vois dehors. Il y a des gens qui disent que, moi, regarde-moi, cette con-là, il est à la télé, il ne sait rien, mais les gens, ils sont, c'est-à-dire frustrés, quoi. Ils voient que la personne est bête et moins intelligente, mais la personne gagne 1000 fois sa vie que toi. Mais tu es frustré. Mais le problème, ce n'est pas lui, mon frère. C'est toi qui refuses le changement, tu refuses d'apprendre. Tu penses que tu es intelligent, peut-être sur autre chose, parce que lorsque j'ai compris qu'il y a 8 formes d'intelligence, vous savez, tapez sur Google, il y a 8 formes d'intelligence. Il y a certaines personnes, l'intelligence le plus bête, ils sont cette intelligence en pensant qu'ils sont intelligents. Sur les 8 formes d'intelligence, l'intelligence le moins, c'est-à-dire que qui est rien, c'est l'intelligence linguistique. Il y a, si vous partez sur Google, vous tapez les différentes formes d'intelligence. Il y a l'intelligence kinesthetique, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence linguistique. Il y a beaucoup de formes d'intelligence. Et l'intelligence qui est la dernière position, qui est plus nulle, c'est l'intelligence linguistique. Savoir bien parler de quelque chose. Mais c'est rien. Quelqu'un qui te dit que je fais 2 ans pour parler anglais. Tu pars à Dubaï, tu fais 6 mois, tu viens, tu parles anglais. En travaillant. Tu pars aux États-Unis, envoie un bol, un saloum, qui n'a jamais vu entrer dans une école, tu l'envoies aux États-Unis, 6 mois, il revient et parle anglais. Toi, tu as fait 2 ans pour le parler et tu penses que tu es plus intelligent que Messi. Il y a différents... Quand tu ne comprends pas tout ça, quand tu es là maintenant, sur les 5% de la population mondiale, et là, si vous lisez le cadran du Casse-Foule, vous allez comprendre comment faire pour être là. Moi, quand j'ai lu ce que j'ai compris, il faut avoir un système ou être investisseur. Les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont créé des systèmes qui fonctionnent, des business qui peuvent marcher sans toi, ou bien des investisseurs, etc. Les gens qui sont là, ils sont des employés ou des travailleurs autonomes. Il y a des gens qui sont dans le secteur de travail autonome en pensant qu'ils sont des entrepreneurs. Moi, c'était mon cas. Tu crées votre petite boutique comme ça, c'est toi seul qui travaille. Si tu n'es pas là, tu dois fermer. Et tu penses que tu es entrepreneur. Tu es pire même que les employés. Parce qu'à partir de là, on t'appelle prisonnier libre. Tu es toujours entre les 4000, de 8h à 20h, tous les jours, 7 sur 7. Tu ne peux rien faire, tu peux pas... C'est-à-dire que tu es l'esclave de ton business. Les employés, ils sont des esclaves de quelqu'un peut-être. Toi, tu es l'esclave de ton business. Les gens qui sont là, ils sont libres. Quand j'ai compris ça, je me suis dit que peu importe le prix à payer, c'est ça qui fait la différence maintenant. Je vais le payer, mais je vais arriver à ce niveau-là. Je me suis posé la question, comment créer un système? Créer une grande entreprise, créer des bâtiments immobiliers qui te rapportent de l'argent. Créer, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on a mis sur la liste pour créer un système. À la dernière position, il y avait YouTube. Parce que quand on dit créer une entreprise, c'est un système. Parce que j'ai regardé comment je peux faire déjà. Moi, je ne me pose plus la question, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je quitte ici, je viens ici d'abord. Et c'est comme ça qu'on réussit. Tu es là. Il y a les riches ici. Ce n'est pas de chercher. Il n'y a rien ici. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Quitte ici d'abord, tu viens ici. Tu quittes ici, tu viens ici d'abord, tu te poses la question comment faire de l'argent. Et moi, je me suis posé la question comment quitter ici. Et on m'a dit il faut créer un système ou être investisseur. Je n'avais pas de l'argent pour être investisseur, je n'avais rien. Donc, je me suis concentré sur les systèmes. Tous les systèmes qu'on m'a présentés sur Internet n'étaient pas à ma disposition. Je n'avais pas de l'argent pour le faire. Il y avait YouTube. Je ne savais pas parler. Je ne savais pas quoi dire. Mais comme on a dit que si tu es là, même si tu es plus bête que les gens intelligents ici, tu gagnes plus que ces gens-là, je prends le risque. Et je viens ici. Les gens me disent que regarde-moi cette connasse qui vient de nous parler sur Internet. Je continue mon chemin. Les gens qui disent regarde-moi c'est lui qui parle ici, le ou là, je continue. Parce que j'avais compris que si je suis bête même ici, je gagne plus que la majorité qui sont là.
Est-ce que ce n'est pas vrai? Je suis bête ici, hein? Mais avec beaucoup d'humilité, mes dépenses mensuelles tournent autour de 4 à 5 millions. Il y a des directeurs généraux qui sont très intelligents ici, là. Chaque le 10, ils ont un problème. Et ça, c'est des choses que j'ai expérimentées. Quittez ici. Quittez ici. Vous êtes employé. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez quitter. Vous êtes travailleur autonome. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez quitter. Quand vous êtes là, vous allez continuer à vous plaindre. Personne ne peut pas vous sauver. C'est-à-dire que ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas moi le problème. Je veux bien que vous gagnez. Mais ici, il n'y a pas grand-chose à gagner. Et les gens qui sont là, ils ne partagent pas avec vous parce que vous êtes loin. Eux, ils partagent entre eux. C'est pourquoi entre eux, ils continuent à se développer. Vous, vous partagez entre eux. Comme il n'y a pas grand-chose, vous continuez à vous battre. 95%. Il y a quelqu'un qui nous a donné un exemple parfait, qui nous dit, pour mieux comprendre ce scénario, nous sommes dans cette salle, nous sommes 100 personnes. Depuis hier, on n'a pas mangé. Personne n'a pas mangé, personne n'a pas bougé. Tout le monde est faim. Une dame très gentille vient nous donner 100 hamburgers. Chacun doit avoir combien? Nous sommes 100 personnes. On nous amène 100 hamburgers. Chacun hamburger, ça va être un peu équilibré. Mais imaginez, ces 5 personnes prennent 95 hamburgers et ces 95 personnes doivent partager juste 5 hamburgers. Qu'est-ce qui va se passer? Où il y aura la guerre? Ici. Mais ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu es mince, tu n'es rien, c'est un des leaders même, reste tout calme, dis-leur mange. 5 personnes, est-ce que ces 5 personnes peuvent manger 95 hamburgers? Quoi qu'il arrive, tu vas manger. Mais ici, même si tu es comme même Balagay là, tu vas te battre pour manger. Parce que les petits qui sont là, ils ne vont pas vous laisser. Mais c'est ça la réussite maintenant. Si vous êtes là, vous êtes 95 personnes qui doivent partager 5 hamburgers. Si tu es là, vous êtes juste 5 personnes qui doivent partager 95 hamburgers. Même si tu marches doucement, laisser les gens faire des va-et-vient, tu vas manger. C'est pourquoi on dit 95% de la population mondiale. Regardez vos business. Si votre business est ici, cherchez à rejoindre. Et ce qui est bizarre, si on prend le cas de Kiyosaki, les 95% qui partagent 5% de la richesse mondiale, ce sont ces deux cas. Les employés et les travailleurs autonomes. Les 5% qui partagent 95% de la richesse mondiale, ce sont les créateurs de systèmes, des businessmen et les investisseurs. Ce qui est grave, c'est quoi? Toutes ces personnes-là, leur niveau d'études ne dépasse même pas le, si ce n'est pas BFM peut-être. Si tu prends en général. Et tous ceux qui sont là, qui souffrent, ils sont le doctorat, ils sont le master, ils sont tout ça. Et ensuite, c'est eux qui sont intelligents, non? Qui doivent aller prouver leur intelligence à quelqu'un qui n'a pas de BFM. C'est comme tu sors à l'université, tu as tous tes diplômes en communication, tu es bon, tout est OK. Tu vas aller voir Boubandour pour lui prouver que tu es intelligent. Tu as tes diplômes pour qu'on te recrute au niveau de GFM. Tu as ton diplôme en comptabilité, tu as fait tous tes cursus, tu as fait 20 ans à l'école, tu as fait Sciences Po de Paris. Tu vas aller voir Serigne Mboup pour lui prouver que tu es intelligent. C'est lui-même maintenant qui va approuver que toi tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent. Et tu veux même que lui, il le fait parce que s'il ne le fait pas, tu restes à la maison encore. C'est comme ça le monde. Serigne Mboup. Elon Musk a dit, je ne vais pas faire Harvard, mais tous les connards sortent d'Harvard, travaillent pour moi. C'est de comprendre comment le monde fonctionne. Quand tu comprends ça, tu sors de l'ignorance. La seule chose qui tue beaucoup de personnes, c'est de l'ignorance. Et ça, vraiment, la seule chose qui le résume, c'est Maslow qui dit inconscient, incompétent. Tout le monde doit chercher
à comprendre et être d'accord qu'il est incompétent. Parce que quand tu comprends que tu es incompétent, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire que c'est la partie le plus importante. Conscient incompétent, tu sais que tu ne sais pas. Et cette partie est le partie le plus important, c'est le début de savoir. Professeur Bassirou Diagne dit que tu dois demeurer dans cette partie. Et les Mouslou dit, troisième phase, c'est de chercher conscient compétent. Il y a inconscient, les 4 phases que tout être humain doit passer. C'est inconscient incompétent. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu es à la maison, quelqu'un est en train de te parler, tu dis que mais le gars là, il part trop quoi. Parce que toi, tu penses que tu connais tout. Toi, tu as ton master, tu commences à appeler tout le monde mon petit. Juste ton master. Tu n'as jamais sorti le Sénégal. Tu n'as même pas lu 5 livres. Parce que quelqu'un que tu n'as jamais vu quelque part a juste venu signer quelque chose pour te dire que oui, tu as ton master, tu appelles tout le monde mon petit, tu ne connais rien. C'est-à-dire que inconscient, incompétent. Ensuite, conscient, incompétent. Tu cherches maintenant, troisième phase, conscient, compétent. Tu dois aller jusqu'à toi-même. Tu te dis que waouh, là je suis bon. Là, je sais que je suis bon. Je maîtrise la chose. Ça ne suffit pas. Il dit que tu dois chercher maintenant inconscient compétent. Tu dois être tellement fort que toi-même, tu ne te rends pas compte que tu es fort. Tu ne te rends même pas compte que toi, tu es fort. Tu fais les choses vraiment, même si tu dors, on t'appelle, tu fais la chose. Ce sont les 4 phases que tout être humain doit passer pour sortir de l'ignorance. Observez une chose sur TF1, France 24. À chaque fois, vous voyez quelqu'un vraiment d'intelligent qu'on est en train d'interviewer. Si ce n'est pas sur le plateau, il y a une grande bibliothèque derrière lui. Juste observer ces arts de choses. Les gens qui passent sur France 24, visioconférence, parce qu'eux, ils font beaucoup de visioconférences. Parce que les gens qu'on invite, ce n'est pas tout le temps les gens qui sont présents en France. Et si tu vous regardez, professeur Bassirou Diagne, les Sénégalais, on a beaucoup d'exemples au Sénégal. Hein. Souleymane Bassirou Diagne, lui, c'est des gens, normalement, il est parti aux États-Unis. Tu sais qu'arrivé à un certain niveau, même eux, ils ne veulent pas venir au Sénégal. Parce qu'il dit que c'est des pays ou un continent qui ne donnent pas de la valeur de la connaissance. Quand tu viens ici, tu commences à parler, et tu parles de la politique, quelqu'un comme professeur Souleymane Bassirou Diagne, il parle de la politique, tout de suite les jeunes vont sortir l'insulter. Tout de suite, il dit quelque chose qui n'est pas à la faveur de X profil, des jeunes sortent l'insulter. Ce sont des personnes qui ne veulent pas se rabaisser à ce niveau-là. Ils sont tellement intelligents, qui donnent des cours jusqu'à Harvard. Quand vous voyez ces genres de personnes, toujours il y a une grande bibliothèque derrière. Leur connaissance ne vient pas d'une école, je vous le dis aujourd'hui. Leur connaissance ne vient pas d'aller rencontrer une personne. Leur connaissance ne vient pas des formations. Tous, leur connaissance vient des livres qui sont lus. C'est des gens qui sont capables de lire un livre par semaine, par jour. Ils passent tout leur temps à lire, à apprendre. C'est la meilleure manière d'avoir de la connaissance. Si vous voulez même, ne venez plus ici. Vraie connaissance que vous cherchez se trouve dans les livres. Tu ne peux pas lire des livres tous les jours et être la même personne. Ce n'est pas possible. Même si c'est 20 pages, comme j'ai dit tout à l'heure, même si c'est 20 pages, même si c'est 20 pages, s'il y a une seule et unique chose aujourd'hui qui peut me faire dépenser de l'argent, sans compter, c'est les livres et les formations. C'est ça que j'ai dit. Le pont qui sépare les riches et les pauvres, ce n'est pas la quantité de l'argent des riches, ni le manque d'argent des pauvres, mais c'est la connaissance de rejoindre l'autre partie. Point. Lorsque j'ai travaillé ici, j'ai travaillé 10 fois plus que lorsque j'ai travaillé ici. Moi, j'avais un petit multiservice au niveau des HLM 4. Je me réveillais tous les jours à 6 h du matin. Parce qu'il faut que je prenne les cars rapides de Casbah aux HLM. Parce que je dois arriver à l'heure. Parce qu'il faut que j'arrive dans mon multiservice avant 8 h. Parce que moi, là où j'étais, il y avait des petites écoles à côté. Et ces écoles-là, avant d'entrer 8 h, souvent, ils font des photocopies. Donc, pour ne pas gagner ce petit marché, j'étais obligé de venir avant 8 h.
Et moi, j'ai resté jusqu'à 22h, 23h souvent dans mon multiservice pour gagner aussi cette marché de la nuit. J'ai travaillé dur, du lundi au samedi, tous les jours. Mais j'ai gagné 3 000, 5 000. 3 000, 5 000. Si vous gagnez 5 000 dans la journée, c'est bon. Mais lorsque j'ai compris que ce n'est pas ça qui donne de l'argent, beaucoup, je ne dirais pas tout a changé, mais beaucoup de choses ont changé en tout cas. Et moi, je n'ai pas appris rien à l'école. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire, ouais, moi, je ne vais pas critiquer l'école parce qu'au moins, j'ai appris à lire à l'école. Moi, je n'ai même pas appris à lire à l'école. Moi, l'école n'a rien fait pour moi. Je ne suis pas comme vous, peut-être. Voilà, il y a ce minimum de respect. Moi, l'école n'a rien fait. Je n'ai jamais mis un pied dans une école française. Jamais. Donc, moi, je n'ai pas appris à lire à l'école. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré Simon pour la première fois, il ne croyait pas. Parce qu'il disait des choses que les gens ne croyaient pas, mais il dit qu'avec moi, il a la certitude au fait. Parce que lui, il disait qu'à l'école, arrivé au niveau de CM2, si ton père n'a pas d'usine, tu peux aller se battre pour s'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui pensent même que si tu ne fais pas, tu n'as jamais allé à l'école, même niveau CM2, tu ne peux pas savoir lire et écrire. Les gens ne peuvent pas croire ça. C'est pourquoi quand j'arrive souvent même dans certaines conférences, quand on m'invite, actuellement je suis invité même au Niger, je dois aller au Cameroun, au Niger et tout. Les gens, leur problème n'est plus ce que tu partages quoi. Le fait comment, c'est-à-dire que pour eux c'est pas possible. Parce qu'on a mis dans leur tête qu'il n'y a qu'une seule voie pour réveiller ce qu'il y a en vous. Parce qu'à l'école c'est l'une des plusieurs méthodes de réveiller ce qui est en vous. Est-ce qu'on vous a injecté quelque chose à l'école pour que vous connaissiez ce que vous connaissez? Non. On vous a juste expliqué. Chacun peut apprendre avec sa manière. Hein. Chacun peut réveiller ce qui est en lui. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, que ce soit lire, que ce soit écrire. Là, normalement, d'ici quelques jours, mon 4e livre va sortir, plus de 250 pages et tout ça. Les gens, la première fois que je disais que je vais écrire un livre, il y a des gens qui me disaient que même aller à l'école ne suffit pas pour écrire un livre. Il faut être littéraire. Tu sais qu'il y a des gens qui ont leur master. Pour eux, comme ils ne sont pas des littéraires, écrire n'est pas fait pour moi. Tu as vu comment on a... Et ça, c'est ça qu'on appelle la programmation mentale. La programmation mentale, ça veut dire quoi? Si on demande 2 personnes, je donne juste un exemple. Si on demande 2 personnes aujourd'hui d'observer tout ce qui est blanc ici, on vous demande d'observer tout ce qui est blanc, observez bien, comptez tout ce qui est blanc. Et on vous demande de fermer les yeux. Si on vous dit citez combien de blancs que vous avez observé, vous allez le dire. Mais si on vous dit combien de noirs, même si vous portez noir, tu ne vas pas le dire. Si on vous demande de regarder, observer tout ce qui est blanc, allez ici, faites-le chez vous. Vous appelez votre enfant, vous appelez votre femme, vous appelez vos frères. Et vous leur dites, observez tout ce qui est, comme on est là, exemple, observez tout ce qui est rouge. Tu lui donnes 30 secondes. Il dit, c'est bon, ferme les yeux. C'est combien de rouge? Il va te dire une estimation. Tu lui dis combien de blanc? Même si la salle est blanc, il porte blanc, il ne va pas te le dire. Il dit que blanc, 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 je n'ai pas regardé. Parce qu'on a programmé le cerveau en 30 secondes à voir qu'une seule chose. À l'école, on a programmé les cerveaux des gens et des autres pendant 30 ans à voir qu'une seule chose. C'est pourquoi tout le monde a échoué. Si quelqu'un finit ses études en droit, il ne pense même pas qu'il peut travailler ici. Parce qu'il est programmé. Non, je dépose dans les cabinets. Est-ce que tu ne connais pas? Il vient même voir son grand frère qui a une grande entreprise qui cherche à recruter et lui dire est-ce que tu ne connais pas, tu n'as pas de contact dans les cabinets ou bien dans les, voilà, au niveau de tribunal. Il ne va même pas penser à demander à son frère de venir travailler avec lui. Parce que pour lui, comme il a fait droit, c'est là-bas qu'il doit travailler. Je vais comptabilité, je cherche les banques pour être comptable. Mais tu peux même être vendeur de friperie, tu peux être vendeur de autre chose. Mais dans sa tête, ce n'est pas possible. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Parce qu'on a programmé le cerveau. Non, 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 non. Moi, j'ai mes diplômes, je ne vais pas faire vendeur de tchéré. Moi, je connais une dame qui a vendu des tchérés jusqu'à construire un immeuble. Toi, tu le connais. On te dit fais ça, tu dis que non, j'ai mes diplômes. En comptabilité. On te propose un business même très pro. Tu dis non parce que tu as... C'est ça qu'on appelle la programmation mentale. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, ça va être très, très difficile pour lui de changer ou de réussir. La solution de tout ça, c'est chercher toujours la connaissance. Et deuxième chose maintenant,
la mentalité limitante. Ce qui empêche beaucoup de personnes d'aller loin, c'est ça, la mentalité limitante en Afrique. Tout le monde, voilà, 10 000, c'est bon. Tu sais, notre cerveau, c'est un ordinateur. L'ordinateur est inspiré sur le fonctionnement du cerveau humain. L'ordinateur. Si aujourd'hui, vous posez la question, pourquoi beaucoup d'entre nous ne gagnent pas beaucoup d'argent, je vous le dis tout de suite aujourd'hui. Pourquoi beaucoup d'entre nous ne gagnent pas de l'argent? Vous posez votre cerveau la question comment gagner 200 000 francs par mois. Votre cerveau a se limité à chercher maintenant les moyens de gagner 200 000 par mois. Votre cerveau va chercher, commencer à faire des recherches sur comment gagner de l'argent, comment gagner 200 000 par mois. La première chose que votre cerveau va te dire, c'est écrire un CV, déposer telle entreprise pour payer 200 000. Tu passes énormément de temps à écrire des CV, demande d'emploi. J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance de commander 200 000 par mois. Parce que vous allez commander maintenant. Parce que votre cerveau, maintenant, tu as activé cette moteur de recherche à te trouver des moyens de gagner 200 000 par mois. Si l'autre personne vient dire comment gagner 10 millions de francs CFA par mois, lui aussi, il vient d'activer son cerveau. Vous n'allez jamais avoir les mêmes réponses. Jamais au plus grand jamais. Et chacun aura des réponses. Hein. C'est-à-dire que si vous faites cet exercice, aujourd'hui, prenez un bout de papier et vous dites quelle est la meilleure manière de gagner 200 000 par mois. Tu fais toutes les réponses, tu vas écrire toutes les réponses qui vont te venir à l'idée, voilà, telle chose peut me permettre de gagner 200 000, telle manière peut me permettre de gagner 200 000. Demain, tu viens, tu prends encore un autre bout de papier. Je veux vraiment, ce mois de juillet qui va commencer là, je veux gagner 10 millions. C'est-à-dire que je veux savoir comment je peux faire. Brainstorming, que tu commences à réfléchir. Tu écris encore un autre bout de papier. Vous faites la comparaison. Tu n'auras jamais les mêmes résultats. Et à travers maintenant ces questions que tu poses à ton cerveau, c'est à travers ces questions maintenant que tu dégages une émotion qui vient de vos croyances et de vos pensées, qui va te donner des actions, qui va te donner des résultats. Alors, celui qui... Vous allez dire peut-être, oh, ça ne veut pas dire que si vous posez la question comment gagner 10 millions par mois, je vais gagner 10 millions par mois. Et vous pensez que si vous dites comment gagner 200 000 par mois, vous allez gagner 200 000 par mois? Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous dites que je veux gagner 200 000 par mois, votre cerveau te donne des résultats. Et si vous croyez à ces résultats, vous commencez maintenant à faire des actions qui peuvent te permettre d'avoir un résultat. Même 55%, c'est bon. Ce que les gens ne comprennent pas. 55%. Donc là, au lieu de gagner 200 000, si vous gagnez même 110 000, c'est bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici aussi, la même chose. Si vous posez la question, tu trouves des réponses, même si tu es à 40%. C'est pas mal. Et ce qui est bien, lui, si il arrive à avoir 10% de résultats par rapport à son objectif, il est 10 fois beaucoup plus utile et intéressant de l'autre. Parce que quand tu poses la question, comment je peux gagner 10 millions par mois? Est-ce que écrit CV va sortir dans ses réponses? Écrit CV déposé quelque part. Vous connaissez une entreprise qui paye 10 millions par mois? Donc ça ne va pas venir dans... Ça va. C'est-à-dire que les résultats que tu vas avoir, votre cerveau va segmenter en tout cas les réponses. Tu dis comment gagner 10 millions par mois? Ton cerveau, il ne va pas être aussi bête de te donner, écrire un CV. Déposer où? Où? Peut-être vous allez déposer chez Macky Sall ou Diomaye Faye. Même Diomaye Faye, lui, il paye 10 millions les gens, tu penses? Donc, voici, votre cerveau va te dire maintenant, est-ce que tu ne penses pas que tu peux associer à telle personne, vous créez une application? Est-ce que tu ne penses pas que si vous créez votre page YouTube, vous commencez à publier des vidéos, est-ce que tu ne penses pas que ça? Et non, 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 telle personne, il gagne 10 millions par mois. Voici son business. Ce sont ces arts de réponse qui viennent dans votre cerveau.
Et à partir de là, maintenant, tu commences à modeler ces réponses. Et à partir de là, tu sais qu'est-ce qui correspond à vous, vos désirs, vos envies. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Comme on a dit vendredi passé, il y a 4 phases de lancer un business. C'est de lister toutes vos compétences. Lister parmi ces compétences les compétences que tu aimes le plus. Lister parmi les compétences que tu aimes le plus les compétences que le marché a besoin. Parmi les compétences que le marché a besoin, les compétences maintenant que tu peux utiliser pour gagner de l'argent. Et votre cerveau peut vous permettre de faire tout ce travail. Mais on pense qu'on est bête. On n'est pas bête, mais on ne pose pas les bonnes questions à notre cerveau. C'est un ordinateur. À partir d'aujourd'hui, considérez votre cerveau comme un ordinateur. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous avez quelque chose qui vous préoccupe, pose la question. Et tu verras. Faites ça la nuit. Réfléchis, prends un bout de papier. Tu dis, non, je dois 150 000 à telle personne. Comment je dois faire pour le rembourser? Est-ce qu'il y a 5 ou 10 façons de rembourser cet argent? 1. Si tu le fais, tu vas écrire 10. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous partez à la nuit, tu dois à quelqu'un 100 000, 200 000. Tu te mets à dire quelles sont les 10 manières de rembourser cet argent. Toi seul. Forcément, tu vas écrire 10 manières. Quelles sont les 10 manières? Ça va venir en ce moment que tu es en train de réfléchir. Et ce sont ces 10 manières que tu regardes maintenant, quelle est la manière le plus... Et vous ne pouvez pas utiliser ces 10 manières sans avoir une solution. Pour gagner de l'argent aussi, c'est la même chose. Comment je peux faire pour gagner X montant? Tu te poses ces genres de questions. Mais les gens, ils sont limités. Ils ont peur. Ils ont peur de l'échec. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de ce que les gens vont dire. Ils ont peur de ce que les gens vont penser. Le diable qui est en nous, c'est la peur. Selon Napoléon Hill, son livre « Plus malin que le diable ». Plus malin que le diable dans ce livre, quand tu vois le titre, tu penses qu'il va te raconter il y a des fantômes à gauche, à droite. Non, 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 non. Il est en nous. C'est la peur. Le remède de tout ça, c'est l'action. Vous avez peur de parler en public? Il n'y a pas un médicament pour le faire. Parlez. C'est pourquoi Idriss Aberkane dit, c'est normal d'avoir peur, mais c'est anormal de trouver cette peur normale. C'est normal d'avoir peur. Toi, tu peux dire que je suis d'accord, j'ai peur de parler avec les gens. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais maintenant, tu dois accepter aussi que c'est anormal de trouver cette peur normale. Ça ne va pas te tuer. Il est 17h? Ok, on finit quoi? C'est normal d'avoir peur. Même Barack Obama, qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand orateur du monde, a toujours des mots dans le ventre avant de prendre la parole en public. Même Barack Obama. Allez-y demander les plus grands orateurs du monde. Ils sont toujours pas. Vous savez que le discours le plus célèbre au monde, on l'a fait parce qu'on avait peur. Martin Luther King, I have a dream. Allez-y chercher l'histoire. Cette manifestation, Martin Luther King Jr., son discours n'était pas I have a dream. C'était de parler de l'éducation des Noirs aux États-Unis. Il faut qu'on puisse permettre les Noirs, les enfants noirs puissent entrer dans le même pied d'égalité que les Noirs dans les bus, ainsi de suite, au niveau des États-Unis. C'était ça, son discours qu'il avait écrit pour parler. Mais la veille de son discours, il était invité à la radio, parce que lui, c'est un pasteur. La veille de cette manifestation, il était invité à la radio. Lorsqu'il était invité, à la fin de cette émission, on l'a dit que « What is your dream ?» C'est-à-dire que c'est quoi ton rêve? Il commence à dire
I have a dream. One day, I have a dream. Commencez à répéter cette rêve qu'il a aux États-Unis. La veille de cette manifestation. Parce qu'on l'a invité pour la préparation de cette manifestation dans une station de radio. Il y a une dame qui l'a écouté, il était séduit de ce qu'il avait dit à la radio. Lorsqu'il est venu maintenant, le jour de la manifestation, lorsque c'est lui qui devait prendre la parole en public, il prend la parole et est en train de bégayer parce qu'il ne maîtrise pas le sujet qu'il est en train de dire. La dame lui a dit, parle-nous de ton rêve que tu nous as parlé hier. C'est comme ça que tout est parti. Il y a une dame qui a crié pour lui dire, parle-nous de ton rêve que tu nous as parlé hier à la radio. C'est comme ça qu'il a arrêté de lire et commencé à répéter ce qu'il a dit à la radio. Et cette parole devient l'une des discours le plus célèbres au monde. Parce qu'il avait peur. C'est pourquoi Idriss Aberkane dit, c'est normal d'avoir peur, mais c'est anormal de trouver cette peur normale. Le jour où tout le monde est d'accord que c'est normal. Je suis invité, je dois aller du 1er juillet au 10 au Cameroun pour une conférence, du 1er au 10 août au Togo pour une conférence. Je suis en train de conclure une invitation au niveau de Niger pour une conférence. Je ne connais pas les gens. Les gens, ils m'ont juste vu sur Internet qui me dit que viens faire une conférence. Il y a plus de 500 personnes. J'ai peur. Si je dis la vérité, j'ai peur. Mais est-ce que je vais laisser cette peur m'empêcher de faire? Non. Comme j'ai compris que c'est normal, cette peur-là. Mais c'est anormal que cette peur maintenant me déstabilise. C'est anormal de trouver cette peur normale. Donc, tout ce qui est anormal, on doit l'enlever dans notre processus d'évolution. Tout le monde a peur. Et ça aussi, cette peur empêche beaucoup de personnes de rêver grand. Cette peur empêche beaucoup de personnes de faire ce qu'ils ont envie de faire. Cette peur empêche les gens de prendre des décisions. Il y a des gens même, tu as envie de quitter ton job. Tu souffres dans ce job. Mais tu as peur. Tu as peur parce que tu penses, si je quitte ce job, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher? C'est bien d'avoir plan B. C'est bien, c'est pas mal d'avoir plan B. Mais avoir plan B, c'est de prévoir un échec de ce que vous êtes en train de faire. Quelqu'un qui a un plan B, c'est-à-dire qu'il a prévu un échec. Si ça ne marche pas, si ça ne bouge pas, je fais autre chose. Et les vainqueurs, ils n'ont jamais eu de plan B. Les gagnants, ils n'ont pas de plan B. Ça va marcher ou ça va marcher, mais rien d'autre. Et ça va marcher. Et si quelqu'un pense comme ça, avoir des grands rêves, on le dit souvent, mais on ne l'applique pas. Visez la lune, si vous ne tombez pas sur la lune, vous tombez sur les étoiles. C'est ça l'objectif, de ne pas se limiter. Forcément, vous allez gagner quelque chose. Lorsque j'ai créé Vision d'Afrique, je disais que l'objectif, c'est que Vision d'Afrique soit installée partout en Afrique. J'avais que 250 000. J'avais que 250 000. Au HLM ici à Dakar. En 2016, 3 mars 2016, je me dis que Vision d'Afrique, ça sonne bien au Sénégal, ça sonne bien en Côte d'Ivoire, ça sonne bien partout en Afrique. Donc, je prends Vision d'Afrique. En ce moment que j'ai créé Vision d'Afrique, c'était pour multiservice. À l'époque, toutes les personnes qui vont créer multiservice, à l'époque, c'était Sek multiservice, Fatima multiservice, Aïda multiservice. C'est comme ça que les gens intitulaient les multiservices au Sénégal. J'ai dit non, je vais viser grand. Je vais voir grand. Mon objectif, c'est que cette entreprise soit installée partout en Afrique. Mon objectif, c'est que cette entreprise, 11 jours, fait partie des entreprises qui représentent l'Afrique partout dans le monde. 4 ans plus tard, cette entreprise, je ne sais même pas par quelle magie, par quel miracle, est installée en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali. Quelques années plus tard, les gens quittent de pays en pays pour venir ici. Depuis 2 ans aujourd'hui, on n'a jamais fait un mois que quelqu'un ne quitte pas un pays. Ça me dépasse. Quand on dit, souvent, comme je l'ai dit, c'est la valeur de ce que vous faites. Quand on dit formation 100 000, 200 000, 250 000, des gens te disent que c'est cher. Moi, je vois des gens qui payent billets d'avion, aller-retour, quitter un pays, venir aussi à Dakar, faire 3 mois, payer la formation.
se nourrit et rentre. Mon ami Oumar est là, il a quitté Niger. Et je pense que c'est uniquement Vision d'Afrique qui t'a amené au Sénégal. Et tu n'es pas la première. Je dis même dans ton pays. Aujourd'hui, sur ma page YouTube, je pense que beaucoup de personnes connaissent Mohamed. Mohamed a quitté Dubaï, payé un billet d'avion, venir ici prendre le logement pour 3 mois. Il a payé 600 000. Rester avec moi ici 3 mois. Je ne l'ai pas donné à manger, ni boire, ni rien d'autre, et il a payé sa formation. Lorsque je lui ai dit que je dois venir à Dubaï, il te dit que c'est moi qui va tout faire. C'est moi qui va tout faire. Mon dernier voyage à Dubaï. Pour dire quoi? Si vous commencez quelque chose, n'ayez pas peur de commencer petit, mais il faut avoir peur de ne pas viser loin. Selon Daniel Hardy dans son livre Effet cumulé, les petits pas cumulés deviendront toujours un grand pas. On va reprendre vendredi prochain, donc c'est tous les vendredis de 15h, 17h normalement. Et vendredi prochain, on va continuer voilà, peut-être d'autres thématiques et tout. Les mercredis, on va beaucoup parler de la crypto avec Ba. Les samedis, donc de 15h toujours 17h quoi.